Alors que l'Assemblée nationale va entreprendre l'étude du texte de loi sur la bioéthique après son passage en commission mardi, beaucoup redoutent que la légalisation de la gestation pour autrui se profile, une tactique du cheval de Troie qui a souvent été utilisée. En désaccord depuis plusieurs mois avec le président sur de nombreux sujets, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a été remercié. Le départ de ce va-t-en-guerre devrait garantir à minima l'absence d'intervention militaire américaine de grande ampleur, notamment en Iran. 10 mois après le départ forcé de Carlos Ghosn, le directeur général exécutif de Nissan, Hiroto Saikawa, est à son tour poussé vers la sortie. Avec ce changement de direction, Renault pourrait retrouver une place prédominante au sein de l'Alliance. Madame, Monsieur, bonsoir. La gestation pour autrui s'invite dans le débat, sans surprise, à quelques jours des discussions parlementaires sur la loi de bioéthique visant à ouvrir la PMA aux femmes seules ou homosexuelles. La question de la GPA refait surface. De la PMA à la GPA, il n'y a qu'un pas. C'est en tout cas ce que redoute une grande partie des défenseurs de la famille. Alors que le texte de loi sur la bioéthique sera présenté à l'Assemblée dans quelques jours, les rumeurs grimpent quant à une tolérance de plus en plus grande de l'État français envers ceux qui ont recours à la GPA à l'étranger. En effet, des informations circulaient sur le fait que la chancellerie travaillerait sur une circulaire pour une reconnaissance automatique de la filiation des enfants nés d'une mère porteuse pour des ressortissants français. Une information aussi vite démentie par le ministère de la Justice. Mais le doute a déjà été semé dans les esprits. Il faut dire que les dirigeants français n'en sont pas à leur coup d'essai. En effet, le PACS, le Pacte civil de solidarité, constitue une première marche du processus. Rappelez-vous les déclarations d'Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, juste avant le vote du PACS. Je veux être parfaitement claire. Je reconnais totalement le droit de toute personne à avoir la vie sexuelle de son choix. Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui elle implique nécessairement un homme et une femme. Un long chemin a donc été parcouru depuis. PACS, mariage homosexuel, PMA, PMA pour toutes et bientôt peut-être la GPA. L'histoire semble se dérouler selon un plan bien précis, selon la stratégie des petits pas. À chaque étape, la suivante est prétendument écartée du champ des possibles et pourtant, à l'heure des débats parlementaires sur la procréation médicalement assistée, la prédiction de la gestation pour autrui est loin de la science-fiction, même si le gouvernement actuel se plaît à rappeler qu'elle constitue la ligne rouge à ne pas franchir. Pourtant, de plus en plus de parents qui ont recours à l'étranger à cette pratique interdite en France font pression pour la reconnaissance des enfants nés de mères porteuses au nom d'un principe d'égalité. Quoi qu'il en soit, ces prétendues avancées sociétales ne font pas l'unanimité dans la société française. Qu'est-ce que vous en pensez de la gestation pour autrui ? A priori, ça me semble très utile et très bien pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants de manière disons, normale. L'enfant qui naît, il y a forcément une troisième personne qui existe là-dedans. Et du coup, dans la construction de son identité, au cours de sa vie, je trouve qu'il y aura toujours ce spectre-là, cette ombre-là, qui n'est pas forcément simple et naturelle dans sa construction de son identité. Donc il y a bien sûr des problèmes d'un point de vue médical, donc des problèmes de santé, et ça c'est quelque chose d'important, mais aussi il y a des problèmes d'un point de vue plus sociétal, où on imagine que ce sera plutôt les classes défavorisées qui vont s'offrir en tant que mère porteuse. Et donc ça fait qu'il y a ici une relation un peu de domination qui va se créer. On dit quand même mère porteuse, donc au moins pendant cette grossesse, donc pendant 9 mois il a une mère et en fait il change de mère à la naissance et je me dis personnellement moi j'aurais pas du tout aimé avoir 2 mères et pas connaître la mère qui m'a portée. En fait on pourrait penser que comme ils rencontrent pas vraiment la mère qui les a portés, ça peut avoir un impact sur eux, mais tant que c'est autant régulé que l'adoption ou autre, moi je vois pas de grosses différences entre ça et l'adoption. C'est pas non plus quelque chose qui est bien de mettre l'État au dos du mur et de dire si vous voulez pas, on va aller ailleurs et on va venir avec le fait accompli et on va vous imposer nous ce qu'on pense et nous notre décision. Alors que le débat public n'a pas eu lieu et que la décision n'a pas été prise, quoi.
Et profitons-en pour rappeler que le 6 octobre prochain, la Manif pour tous et une vingtaine d'associations appellent à la mobilisation. Une grande manifestation sera donc organisée à Paris contre l'extension de la PMA sans père et la GPA. Le conseiller national à la sécurité de Donald Trump, limogé John Bolton, réputé va-t-en-guerre, a été remercié par le président. Un changement de cap qui pourrait éviter des conflits ouverts et qui donne le ton de la prochaine campagne électorale états-unienne. Olivier Frère-Jacques. Limogé sur Twitter, le style Trump est constant de ce côté. Et cette fois-ci, c'est le conseiller national à la sécurité nationale, John Bolton, qui en fait les frais. Le personnage, réputé belliciste, était un farouche défenseur d'une ligne très dure sur le dossier iranien, mais aussi dans le règlement de la question afghane, des relations avec la Corée du Nord ou encore du Venezuela et de la Russie. Son éviction, mardi matin, résonne comme une défaite du courant néoconservateur hyper-interventionniste face au courant paléoconservateur réputé plus isolationniste. John Bolton affirme de son côté avoir proposé sa démission en amont lundi. Peu importe finalement qui a rompu le premier, car la rupture entre le président et son conseiller semble être inéluctable, eu égard à la stratégie menée par Donald Trump, stratégie guidée notamment par le calendrier. C'est en tout cas l'analyse du spécialiste du Proche et Moyen-Orient, rédacteur en chef de Proche et Moyen-Orient.ch, Richard Labévière. John Bolton, c'est le faucon des faucons, c'est le vrai dur qui veut régler la plupart des crises internationales, à commencer par celle de l'Iran, de la Corée du Nord, par des interventions militaires lourdes et classiques, par la guerre en réalité. Dans ce contexte-là, il est clair que le président Trump a un autre agenda avec l'obsession de sa réélection. Donc il ne prendra pas le risque de réengager les boys, les Marines, les soldats américains dans un nouveau conflit lourd, d'autant que sa première campagne électorale, il avait scandé qu'il s'agissait de se rabattre sur les problèmes internes et domestiques et pas de jouer les gendarmes du monde. On voit les efforts que Trump a fait pour essayer de ramener les soldats américains d'Afghanistan, même si ça ne marche pas, et tous les efforts que Trump fait justement pour rassurer son électorat conservateur qui ne veut plus d'opérations extérieures lourdes. Une priorité électorale qui épargnera donc possiblement un voire plusieurs conflits ouverts. Derrière les grandes manœuvres stratégiques se cachent également des petites guerres de tranchées dans l'administration et notamment une opposition entre John Bolton et un autre faucon, Mike Pompeo. Il y a donc, avec le limogeage de Bolton, un affinement de la stratégie de la Maison-Blanche, mais pas de rupture sèche. En fait, c'est une question de dosage. En réalité, Bolton, lui, il passait la ligne. Bon, Pompeo est suffisamment malin, et peut-être plus malin pour s'adapter et quand même suivre et ne pas mettre le secrétariat d'État, sinon le Pentagone, en contradiction avec la Maison-Blanche, ce que n'a pas fait Bolton. Donc évidemment, la diplomatie américaine restera très unilatérale, continuera à déchirer les traités internationaux sur le climat, et continuera à multiplier les sanctions non seulement contre l'Iran, contre le Venezuela, mais aussi contre Cuba. Donc on aura une diplomatie qui restera orientée, obsédée par la balance commerciale et non pas seulement par l'America First, mais surtout par l'argent. Et donc ça ne va pas changer. Une diplomatie qui restera tout de même guidée par une même ligne directrice, mais avec très probablement toujours pas de guerre à l'horizon. Une constante depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En effet, le trublion président a beau souvent bomber le torse et multiplier les provocations, il n'en reste pas moins qu'il ne s'inscrit pas dans une démarche de guerre directe pour le moment, comme en témoigne l'ouverture inédite d'un dialogue avec les talibans. Et même si ce dossier s'est conclu par un échec, il témoigne de la fibre affairiste de Donald Trump qui estime qu'à la manière du business, les négociations doivent être centrales dans les affaires internationales. Pour le média états-unien de gauche Politico, le limogeage de Bolton correspond même à une nouvelle phase dans le mandat Trump, une phase dans laquelle le président envisagerait de suivre son propre jugement en matière de sécurité nationale. Dans ce cas, le nom du successeur de Bolton pourrait bien ne pas avoir vraiment d'importance. Rien ne va plus pour l'alliance Nissan-Renault. 10 mois après l'arrestation de Carlos Ghosn, Hiroto Saikawa, directeur général de Nissan, est rattrapé par un scandale et poussé vers la sortie. Une démission qui pourrait être synonyme de nouveau virage pour le consortium. Thibaut Bastide.
Après la chute du roi, le fou tombe à son tour, près d'un an après l'arrestation de Carlos Ghosn. C'est le directeur général exécutif de Nissan, Hiroto Saikawa, qui se voit obligé de démissionner à cause d'un scandale de primes indûment perçues. Un audit interne a révélé qu'en 2013, le patron japonais de 65 ans s'était arrangé pour que ses Share Appreciation Rights, une prime correspondant à une plus-value liée à la hausse de l'action Nissan sur une période définie, soient gonflés de 47 millions de yens, soit environ 400 000 €. Une goutte de trop pour Hiroto Saikawa, alors que ses jours semblaient déjà comptés. En effet, à plusieurs reprises, des actionnaires du groupe ont réclamé son départ, le jugeant trop associé à l'ère Carlos Ghosn. S'il est vrai que le japonais a longtemps été le protégé de l'ancien patron de la firme, il a aussi été l'artisan de sa descente aux enfers. Selon Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, la chute du japonais à la tête de Nissan était courue d'avance. Inéluctable, effectivement, complètement inéluctable, puisque, comme je l'ai écrit, Brutus ne devient pas César. C'est pas parce qu'on Brutus a tué César qu'il est devenu empereur. Monsieur Saikawa a fait tout que Monsieur Ghosn s'en aille, alors que son activité au sein de Nissan n'avait pas été sans tâche. Et c'est surtout ça qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a enfoncé Nissan, c'est ça qu'il aurait fallu constater, plutôt que d'être tous en train de parler de Carlos Ghosn. Il fallait constater d'abord que M. Saikawa n'était pas capable de diriger Nissan et que c'était le problème numéro 1. Tel est prix qui croyait prendre, et une chose est certaine, le court règne d'Hiroto Saikawa n'aura pas été aussi bénéfique pour celui qui voulait à tout prix redresser Nissan. En effet, après le départ de Carlos Ghosn, le japonais a préféré défendre une forme d'isolement de Nissan, au lieu de se concentrer sur la consolidation de l'alliance, de quoi attiser les tensions avec la branche française. Bilan de cette stratégie, la réforme de la gouvernance est toujours en suspens, et ses résultats financiers ont fondu au premier trimestre de son exercice 2019-2020. Entre avril et juin dernier, le bénéfice net de l'entreprise a dégringolé de près de 95% et son chiffre d'affaires reculé de 12,7%, poussant le constructeur à annoncer la suppression de 12 500 postes d'ici à 2023. Désormais, c'est bien la question de la reconstruction et de l'avenir de l'alliance Nissan-Renault qui se pose. Le directeur des opérations, Yasuhiro Yamoshi, qui fait l'unanimité chez Nissan comme chez Renault, prendra la place de Hiroto Saikawa à partir du 16 septembre, le temps de trouver le nouveau directeur général du constructeur. De quoi espérer une nouvelle personnalité plus encline à redévelopper l'alliance avec Renault. Il faut le vouloir, c'est-à-dire que dès le départ, vous avez vu que les dirigeants de Renault, comme les dirigeants politiques français, ont parlé de rééquilibrage entre Nissan et Renault. Or, Renault à 43,4% de Nissan et était le premier à souffrir dans ses résultats de ce que M. Saikawa a fait. Par conséquent, il n'est pas question de rééquilibrage, il est question de dire qui est le patron. Et le patron, je continue à le dire, c'est celui qui a à un moment redressé Nissan et qui aujourd'hui en possède 43,4%. Donc il faut revenir au fonctionnement du capitalisme mondial entre Renault et Nissan. Et cela, il semble que tout le monde l'ait oublié, aussi bien au Japon qu'en France. D'ailleurs, la marque aux losanges espère peser dans le choix du nouvel homme fort de Nissan, malgré son influence limitée au conseil de Nissan. Les cartes pourraient ainsi être rebattues et cette décision pourrait éventuellement permettre de ressusciter un autre projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler qui avait rapidement avorté début juin. Et à présent, on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Laurent Wauquiez tourne le dos aux chrétiens d'Orient alors que le président LR du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes comptait accorder une subvention de 22 000 € à l'association. Il a finalement fait marche arrière. Dans un communiqué, les services de Laurent Wauquiez ont expliqué leur décision en affirmant que SOS Chrétiens d'Orient avait eu des liens politiques avec des personnalités extrémistes issues de mouvements identitaires. Une marche arrière dictée par l'opposition socialiste qui montre les limites de la droite musclée qu'entend incarner Laurent Wauquiez.
Vauquier. Face à ce retournement de situation, l'association a réagi en affirmant que la politique avait eu raison de la cause humanitaire et que l'intérêt particulier a primé sur le bien commun. SOS Chrétiens d'Orient vient en aide aux populations chrétiennes, notamment au Proche-Orient, depuis 2013 et dispose du statut de partenaire de la défense nationale. Tariq Ramadan en librairie. Ce mercredi, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la parution d'un livre de l'islamologue contre la volonté d'une des femmes qui l'accuse de viol et qui dénonce la mention de son vrai nom dans l'ouvrage. Dans sa décision, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que l'identité de cette plaignante avait déjà été rendue publique et que sa demande porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d'expression de Tariq Ramadan. L'islamologue, accusé de viol à de multiples reprises, devra toutefois verser 1 euro symbolique à la plaignante pour avoir diffusé son nom sans son consentement. Netanyahou à la conquête de la Cisjordanie. Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé son intention d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée s'il remporte les élections législatives du 17 septembre. La vallée du Jourdain représente 2400 km², soit environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Son annexion mettrait à mal le projet d'État palestinien qui était jusqu'ici au cœur du processus de paix. Benjamin Netanyahou a également réitéré sa promesse d'annexion de toutes les colonies juives de Cisjordanie, précisant qu'il attendrait la publication du plan américain de relance du processus de paix israélo-palestinien et des consultations avec Donald Trump. Des déclarations musclées du patron de l'État hébreu qui interviennent alors qu'il est plus que jamais contesté dans son propre pays et que ses ennemis du Hezbollah se sont militairement renforcés. Le Parlement catalan fait dans l'idéologie humanitariste. Mardi, lors d'une cérémonie, le Catalan et entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décerné la médaille d'or du Parlement catalan, sa plus haute distinction, au capitaine du navire de sauvetage de clandestins, Carola Rackete, et au fondateur de Proactivia Open Arms, Oscar Camps. À cette occasion, l'Allemande, arrêtée en juin dernier après avoir débarqué de force une quarantaine de migrants sur l'île de Lampedusa, a développé un plaidoyer contre la politique migratoire menée par l'Union européenne. Tempête dans les bénitiers, le pape François s'en est une nouvelle fois pris à ses ouailles. Cette fois-ci, ce sont les cercles conservateurs qui le critiquent qui ont été la cible du prélat. De retour d'un voyage dans 3 États africains de l'océan Indien, l'évêque de Rome a encore dégainé dans l'avion en visant les milieux conservateurs américains et n'hésitant pas à faire d'épineux amalgames, déclarant notamment « C'est un honneur que les Américains m'attaquent ». En cause, la grogne de nombreux catholiques états-uniens contre le discours économique du pape et sa vision de la mondialisation, mais aussi ses positions réputées très progressistes en matière de mœurs et de morale chrétienne. L'édile catholique est même allé jusqu'à évoquer la possibilité d'un schisme en réponse à ceux qui l'accusent d'être communiste, que lui ne fait que suivre l'enseignement de ses prédécesseurs et du Concile Vatican II. Une attitude offensive en rupture avec les habitudes du pape Bergoglio qui s'était montré plus discret lorsqu'un archevêque américain l'avait accusé d'avoir protégé le cardinal McCarrick, accusé de violences sexuelles. Les déclarations du pape s'inscrivent dans un climat nauséabond dans l'Église romaine, alors qu'un synode devrait promouvoir des positions particulièrement progressistes, et ce, dès cet automne. Un héritier déshérité pour ne pas s'être occupé de régler les formalités, les frais liés au décès de sa grand-mère décédée en 1985. Un habitant de Férisy, en Seine-et-Marne, doit être expulsé de la maison dont il a hérité de son parent décédé. Au terme d'un délai de prescription de 30 ans pendant lequel le propriétaire ne s'est pas fait connaître, l'administration fiscale estime que l'on peut parler de biens sans maître et la maison est ainsi attribuée à la commune. Cependant, l'occupant des lieux ne compte pas libérer la place. Levé de rideau au théâtre du Châtelet. Après 2 ans de fermeture et de travaux de rénovation, le célèbre théâtre parisien a rouvert ses portes. La grande salle a ainsi retrouvé son lustre d'antan. Je pense que la salle n'a jamais été aussi proche de son état d'origine qu'aujourd'hui. Puisque dès la fin du 19e siècle, on sait qu'ils ont repeint le décor. Ils ont restauré, mais restaurer à l'époque c'était quasiment refaire. Et ce qui fait que le décor d'origine n'a quasiment plus été vu depuis la fin du 19e siècle. Le coût de la rénovation financée par la mairie de Paris s'élève à 32 millions d'euros. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Entrepreneur et écrivain Stanislas Berton a publié
Être français, l'être à ma sœur, une émouvante déclaration d'amour à la France. Tout ce qui touche à vraiment spécifiquement l'identité française et notamment ce qui touche à l'histoire par exemple ou vraiment la conscience de ce que c'est être français, là il n'y a pas un travail qui a été réalisé et notamment par l'éducation nationale et par les responsables politiques. Il y a vraiment eu et à travers ma sœur en fait, parce que c'était un prétexte, c'est toute une génération et tout un grand nombre de jeunes notamment à qui justement on n'a pas appris ce que ça veut dire être français. Donc à travers ma sœur, en fait, c'est à tous ces jeunes-là et toute cette génération-là que je voulais écrire. Et puis ce soir, c'est mercredi, c'est le retour de Perles de Culture. Louis-André reçoit Henri Adam de Villiers, le chef de chœur de la Schola Sainte-Cécile, pour évoquer la musique grégorienne et vous faire écouter Les étendards du roi s'avancent de Maxime Kowalewski. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez une nouvelle chronique de la France de Campagnola et Christian Combaz et une chronique Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Dans les villages comme ailleurs, mais dans les villages plus qu'ailleurs, vous avez deux catégories parmi les gens modestes. Là, nous parlons des gens qui gagnent à peu près sous les 2000 € par mois en couple avec un enfant. Il y a d'une part ceux qui ont adapté leur mode de vie à la petitesse relative de leurs moyens, et puis il y a les autres qui, même s'ils n'ont pas d'argent, ont tendance à croire qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'achètent pas le meilleur des marques, etc. Pour raffiner le portrait à la manière de La Bruyère, vous savez, cet auteur classique qui classait les gens par leur caractère, le premier couple modeste va se contenter d'un véhicule acheté comptant mais d'occasion. Le monsieur va refaire seul les amortisseurs avec un copain. Il va acheter des amortisseurs sur Oscaro. Son téléphone sera moderne mais reconditionné et acheté 100 €. S'il doit refaire le rez-de-chaussée de chez lui, il ira acheter de la peinture blanche premier prix. Son domicile et son jardin seront souvent en désordre parce qu'il y a toujours à refaire quelque chose, mais qu'on n'a pas les moyens tout de suite. Donc il y a des choses qui traînent dans le couloir pendant des mois, c'est comme ça. Et le fils du couple répare les ordinateurs, à 14 ans il se fait déjà un peu d'argent avec ça. Tandis que dans l'autre famille modeste, qui n'a pourtant pas d'argent non plus, je le répète, on a acheté une Toyota neuve avec laquelle on ne transporte pas de bois ou de ciment. Pour ça, on a un 4x4, une bonne occasion. On ne supporte pas le désordre, l'à peu près, le bricolage. Le fils porte des vêtements de marque. Il pianote sur un petit iPhone à 700 € et il dit jamais bonjour. On voit ce gosse raser les murs avec un t-shirt à capuche sur la tête. Il regarde personne dans les yeux. Il a un ordinateur qui n'a jamais démonté évidemment, un Apple évidemment. Tout a été acheté neuf mais à crédit. La femme travaille mais elle ne parle jamais à personne. Leur jardin est un cauchemar avec une allée en béton et des sillons à l'espacement identique. Ils ont une pompe à chaleur hors de prix. Ils font des légumes au pied à coulisse. Leurs tomates sont toutes rondes et toutes de la même taille. Leur bois est coupé à 50 cm, pile, rangé au cordeau sous un appentis en aluminium acheté chez Conforama. Bon, j'arrête là, vous avez compris la différence, mais vous n'avez compris que la moitié du problème. Parce que l'autre moitié, c'est que cette deuxième famille, celle des chieurs, pour parler le langage local, est au conseil municipal les deux mari et femme, et qu'elle se comporte dans les votes d'équipement de la commune exactement comme à la maison. C'est-à-dire acheter un truc d'occasion, c'est indigne de nous, donc indigne du village. Faire des économies de bout de ficelle, très peu pour nous, donc très peu pour le village. Il faut tenir son rang, le matériel informatique doit coûter 2500 € au lieu de 500. Les véhicules doivent être entretenus, tout doit être aux normes, et ce Macron est finalement très bien. Eh bien, il existe une
France, dont je me flatte de faire partie, qui en a assez de ces gens aux affaires, qui a envie de leur reprendre les clés au municipal, sans haine, sans violence, mais sans faiblesse non plus. Une France qui a gardé le sourire, qui a un cœur, dont les enfants disent encore bonjour, qui a un PC bricolé, un chien recueilli à la SPA, et qui en a assez de se voir ponctionner des impôts locaux de plus en plus lourds pour financer les stupidités d'épices froids qui tiennent la mairie depuis 18 ans. On peut parier que le vrai débat au printemps opposera ces deux France-là, celle qui surveille ses finances et qui dépense pas ce qu'elle n'a pas, et celle pour qui rien n'est jamais trop beau, n'est jamais trop aux normes, trop régulé, trop codifié, mais qui fait payer ses névroses aux gens simples que nous sommes et que nous entendons rester. Vous appliquez ces caractères de la Bruyère aux États européens et vous avez une des clés de la situation qui nous agite. Par exemple, remplacer les casse-pieds de ma parabole là par les Allemands et le tableau est presque complet. Abonnez-vous, merci. L'on connaissait la lutte contre les pesticides, nous avons maintenant la lutte contre les féminicides. Le féminicide n'a pas grand-chose à voir avec un produit chimique, mais il pollue la sphère politique et journalistique assez sûrement depuis de nombreuses semaines. Risquons-nous à un peu d'étymologie à 2 francs 6 sous. Un féminicide, ça serait le fait de tuer une femme. Bigre, c'est horrible. Mais au fait, pourquoi ne pas appeler ça un meurtre, tout simplement? Parce que d'abord, le meurtre, c'est un mot masculin, donc patriarcal, et qu'ensuite, le mot ne tient pas compte du sexe de la victime, et donc occulte la souffrance muette endurée par les femmes depuis 49 milliards d'années. Heureusement qu'en 2019, on est créatif pour inventer les mots qui vont nous permettre de changer le monde. La grande mode, c'est de traquer les meurtres de femmes au motif que les victimes sont des femmes. Le problème est au centre du Grenelle des violences conjugales de la rentrée. Mais derrière les meurtres, il y a aussi la longue cohorte des violences faites aux femmes, d'où ce Grenelle. Je vais citer simplement une seule violence faite aux femmes, soulignée par l'admirable Schiappa en personne. Les femmes desservaient la table et faisaient la vaisselle. Abomination de la désolation. À partir de septembre 2019, les hommes à la cuisine et les femmes où elles veulent. Mais alors, qui va peindre l'appartement, réparer la voiture, changer l'électricité de la chambre du môme, etc., etc., etc. Eh bien les femmes, bien sûr. Merci, tante Schiappa, l'on t'aime. Moi, je préfère mettre au micro-ondes le déjeuner des mioches plutôt que de passer mes soirs et mes week-ends à travailler comme une brute sur ma maison ou sur ma voiture. Mais promis, Marlène, quand tu passeras tout ton dimanche à bricoler notre voiture, je me mettrai sur un transat à côté du bolide pour t'encourager entre mes 2 ronflements. Au fait, pourquoi parle-t-on d'une recrudescence des féminicides? Pourquoi cette forte croissance? Je livre ce soir une piste à explorer que personne n'a voulu explorer bizarrement. Nous savons que vivent aujourd'hui en France des gens d'une certaine religion et d'une certaine culture qui se fichent, comme de l'an 40 après Mahomet, de protéger la faible femme et qui encouragent même, texte sacré à l'appui, de lui envoyer quelques coups bien sentis à l'occasion. Ils font la loi, ils font leur loi, sans restriction. Et certaines femmes, hélas, le paient parfois de leur vie. D'ailleurs, un grand chanteur marocain vient de le proclamer publiquement, il faut battre sa femme pour montrer que l'on est un homme. Eh bien, que nous expliquent nos grands médias ? Ils nous expliquent que la condition des femmes a toujours été difficile et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de violence parce qu'on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Comme l'identité et l'origine des acteurs de ces violences ne sont jamais pointés du doigt, ils peuvent toujours continuer, ces chers médias, à se bercer et à nous bercer de douces illusions.
Enfin, ces illusions ne sont pas très douces pour beaucoup de femmes. Nous savons en effet qu'il est très politiquement incorrect de chercher les vrais responsables. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.